Dans le Golfe, depuis le début de la crise de Mayambou, il rencontrera l'armée française. L'Allemagne ne fait plus qu'une. Après la fête et les flonflons d'hier, la nouvelle République fédérale va devoir désormais se forger une nouvelle identité. Kirk Douglas, acteur dans une centaine de films, metteur en scène, réalisateur, est aussi un écrivain et romancier. Il vient de sortir son premier roman, La Danse du Diable. Kirk Douglas est l'invité du 19-20. Bonsoir. La réunification allemande et le départ de François Mitterrand dans le Golfe, ce sont bien sûr les deux grands dossiers de ce journal. Mais avant de les développer, une information qui sonne comme un triste destin. Le sort s'acharne sur la principauté de Monaco. 8 ans après la mort de la princesse Grace, le mari de Caroline s'est tué cet après-midi dans un accident de offshore. Stefano Casiraghi avait tout juste 30 ans. Caroline Sins. Voici l'image que tous retiendront de Stefano Casiraghi, celle d'un homme heureux, aux côtés d'une princesse célèbre, Caroline de Monaco. Ils s'étaient rencontrés dans une boîte de nuit monégasque avant de se marier il y a 7 ans. Ensemble, ils avaient eu 3 enfants. Italien, homme d'affaires, Stefano était qualifié dans son pays de jeune lion, de la jet set. Mais cet homme de 30 ans avait une autre passion dans la vie, le offshore. L'an dernier, il devenait même champion du monde. Ce matin, alors qu'il défendait son titre, son bateau a décollé à 180 km/h sur une vague et s'est retourné. Le pilote est sauvé, Stefano, lui, est mort sur le coup. La princesse Caroline, qui se trouvait à Paris, est rentrée en jet privé à Monaco. Le deuil frappe une nouvelle fois la famille princière. L'actualité en France maintenant avec le départ ce matin de François Mitterrand pour la région du Golfe. C'est le premier voyage d'un chef d'État occidental depuis le début de la crise. François Mitterrand est arrivé il y a un peu plus d'1 heure à Abu Dhabi. Première étape d'une brève tournée d'inspection des troupes françaises qui le mènera jeudi à Yambou, en Arabie Saoudite. Nathalie Ether. À Abu Dhabi, il y a quelques heures, François Mitterrand vient tout juste d'atterrir. À sa descente d'avion, le chef de l'État est accueilli par le cheikh Zayed, président des Émirats Arabes Unis. C'est la première fois qu'un chef d'État occidental se rend dans le Golfe depuis le début de la crise. Une visite qui résume assez bien la position de la France dans ce conflit. Fermeté et diplomatie. Fermeté car la France est impliquée militairement dans la crise. Le président devrait d'ailleurs rencontrer les 300 hommes du régiment parachutiste de Tarbes déployé à Abu Dhabi. Diplomatie également, car ce voyage est l'occasion pour François Mitterrand de rencontrer chez eux les souverains de 2 pays directement impliqués dans le conflit du Golfe. Après Abu Dhabi, le chef d'État français se rendra à Jeddah, puis à Yambou, l'un des ports les plus importants d'Arabie Saoudite. Il s'entretiendra avec le roi Fahd. À Paris, on espère que cette visite ne sera pas perçue comme une provocation par Bagdad. François Mitterrand a été le premier chef d'État occidental à proposer un règlement pacifique de la crise irako-koweïtienne, mais aussi de l'ensemble du Moyen-Orient. Demain, le chef de l'État rencontrera donc des militaires français, ceux qui ont débarqué pour l'opération Daguet. Le 19-20 vous proposera d'ailleurs une édition spéciale en direct du port saoudien. Émission spéciale sur la visite du président de la République, suivie sur place par Paul Amar, avec bien sûr de nombreux reportages. La réunification de l'Allemagne ne fait que commencer. Son acte de naissance est paru la nuit dernière à minuit dans un concert de cloches et devant 1 million de témoins. Mariage de raison et fête de circonstances. La porte de Brandebourg a été envahie par un gigantesque défilé, mais les Allemands enfin réunis se sont réveillés ce matin un peu groggy. Reportage à Berlin de Laurent Andrès. Porte de Brandebourg, il est presque minuit. Ils sont 1 million peut-être. Combien de minutes encore? 2 minutes. Je suis encore citoyenne de l'Est pour 2 minutes. Après, je serai allemande, plus rien qu'allemande. On va attendre ensemble. Il est minuit. Bonne chance à tous les Allemands et paix pour le monde entier. Minuit, 1 minute. Le Reichstag, à 200 mètres de là. La nouvelle Allemagne, l'Allemagne unifiée, monte pour la première fois ses couleurs. Pour Helmut Kohl, c'est le triomphe. Un pays disparaît, un autre fait ses premiers pas en Europe. Berlin fait la fête, avec moins d'euphorie que d'émotion peut-être. Pas de fièvre nationaliste ici, en tout cas. Et puis, assez de distance et d'ironie froide pour être fidèle à ses meilleures traditions. Après cette longue nuit, aujourd'hui, les Berlinois ont un peu flotté toute la journée, comme s'ils ne réalisaient pas encore. Ils sont allés à l'église, écouter Bach, puis sont venus se promener ici. Ici, sous les tilleuls, unter den Linden, leurs Champs-Élysées à eux,
apaisé et content comme il ne l'avait peut-être plus été depuis le début du siècle. C'est demain que la vie politique reprendra ses droits ici, avec le discours-programme de Helmut Kohl. Demain, on reparlera donc élections, chômage et crise économique. Mais en attendant, ici, cet instant de minuit la nuit dernière n'est toujours pas terminé. Quelques heures à peine après la réunification, Helmut Kohl, le nouveau chancelier de l'Allemagne unie, a tenu à rassurer ses partenaires européens. Nous allons nous engager pour l'unité européenne avec la même détermination que pour notre unification, a déclaré Helmut Kohl dans un message envoyé à tous les gouvernements du monde. Il faut dire que le géant allemand a de quoi faire peur au reste de l'Europe. Hélène Rizacher. Près de 79 millions d'habitants sur 15 Länder, 10 à l'ouest, 5 à l'est et Berlin, la nouvelle République fédérale d'Allemagne est devenue la nuit dernière la 3e puissance économique mondiale et la première puissance commerciale d'Europe. Mais en absorbant l'Allemagne de l'Est, la RFA va devoir payer très cher. Selon les experts les plus optimistes, il faudra au moins 15 ans avant que l'ancienne RDA en pro au chômage ne rattrape sa sœur de l'Ouest. Coût de l'opération, au moins 160 milliards de francs par an. Le prix de la réunification sera le thème principal de la campagne pour les élections générales du 2 décembre prochain. En attendant, Helmut Kohl réalise son rêve, diriger l'Allemagne réunifiée. La capitale allemande est Berlin, mais pour l'instant, le gouvernement continue de siéger à Bonn, avec 5 nouveaux ministres venus de l'Est, sans portefeuille. Le Parlement s'élargit de 144 députés est-allemands qui siégeront aux côtés des 519 de l'Ouest jusqu'aux élections. Depuis la nuit dernière, l'ensemble de la législation de RFA est étendue à la Nouvelle-Allemagne et l'armée de RDA a cessé d'exister. L'Allemagne unie, qui reste membre de l'OTAN, a prévu de limiter ses troupes à 370 000 soldats, dont 50 000 seulement, issus de l'ex-armée de RDA. La nouvelle République fédérale d'Allemagne retrouve la presque totalité de ses frontières d'avant-guerre, mais le spectre du passé nazi et militariste interdit tout rêve de puissance. Après plus de 40 ans de séparation entre le communisme à l'Est et l'expérience démocratique à l'Ouest, les Allemands ne se connaissent plus très bien. Tout occupés à se retrouver, ils veulent conjurer le passé et s'intégrer dans l'Europe. L'importance de l'Allemagne unie inquiète les Français. On l'a vu lors de récents sondages. Le monstre économique effraie l'Hexagone, ou plutôt les Français moyens. Rien de tel dans la classe politique française. L'Allemagne ne fait pas peur à nos dirigeants. Certains même l'applaudissent. Jérôme Catala est allé recueillir les réactions d'Alain Juppé, François Léotard et Catherine Trottmann. Il y a un an, les hommes politiques français n'avaient pas de mots assez beaux pour saluer la chute du mur de Berlin. Et à l'époque, beaucoup d'entre eux se rendaient en Allemagne comme pour un voyage initiatique sur les débris du communisme. Mais tout est allé très vite et aujourd'hui, à la joie affichée des Allemands, répond en France une certaine inquiétude. Alors faut-il avoir peur de la Nouvelle-Allemagne? Pour les responsables politiques, la réponse est non, mais tout est dans la façon de le dire. Et que nous ne devons pas la regarder avec l'angoisse de celui qui vieillit, se regardant dans le miroir, mais avec la force de celui qui a le courage de dire « j'assume cette image-là ». Et j'accepte la compétition. Moins allégorique et plus politique, Alain Juppé répond non mais. Non, il ne faut pas craindre l'Allemagne unifiée. Mais la France pourrait en pâtir sur le plan économique. Il faut dire que nous sommes heureux de l'unification de l'Allemagne parce que c'est un peuple qui se retrouve et il faut se donner les moyens de se battre, je le répète, à armes égales. Il y a fort à faire. Il faut d'abord commencer par baisser nos charges et ne pas créer des impôts nouveaux. Autre réaction, autre exemple, à Strasbourg, Catherine Trottmann ne veut pas partager ses inquiétudes. Pour elle, plus qu'un concurrent, l'Allemagne est depuis longtemps un vrai partenaire économique. Nous sommes dans une relation, je dirais, amicale, de travail. Nous avons beaucoup de dossiers transfrontaliers qui font que pour nous, c'est une réalité simplement modifiée. Mais depuis De Gaulle et Adenauer, en passant par Valéry Giscard d'Estaing, Helmut Schmidt et François Mitterrand, Helmut Kohl, le couple franco-allemand a longtemps fait l'Europe. Et si aujourd'hui les hommes politiques français affichent un certain pessimisme, c'est aussi sur l'avenir de la construction européenne. Par bien des aspects, l'unification ressemble plutôt à une annexion pure et simple de l'Allemagne de l'Est par la RFA. Sur le plan économique notamment, 8000 entreprises sont à privatiser. Certaines ont déjà été reprises par les Allemands de l'Ouest. C'est le cas de l'usine automobile de Zwickau, dans le sud du pays, qui fabrique les célèbres Trabantes. Volkswagen en a repris les commandes il y a quelques mois et la Polo remplacera bientôt la Trabi. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Claude Guénaud et Philippe Basquin. Quel avenir pour les Trabants? Avant, il fallait passer commande 10 ans à l'avance. Depuis l'ouverture des frontières, les prix ont baissé et on peut se faire livrer sa Trabant neuve sur le champ.
Mais pour le même prix, les Allemands préfèrent de loin les modèles d'occasion venus de l'Ouest. À chaque coin de rue, là où il y a une place de libre, il y a des voitures à vendre. Au début, ce qu'on a vendu, c'était de véritables épaves. Au cours des derniers mois, les Allemands de l'Est ont acheté 1 demi-million de véhicules d'occasion. Un boom qui a fait grimper le nombre des accidents de 75% sur des routes qui ne sont pas faites pour des voitures aussi rapides. Avec la Trabant, c'était plus relax. Oh, vous savez, la Trabant, c'est le meilleur véhicule que l'on puisse trouver. Fiable, peu d'entretien, mais elle n'est plus à la mode. Aujourd'hui, les derniers acheteurs qui restent sont des excentriques, comme cet Hollandais, pour des courses automobiles. À Zwickau, en Saxe, les polos de Volkswagen s'apprêtent à prendre la relève des Trabi. Les premières doivent sortir dans quelques jours d'une nouvelle chaîne entièrement robotisée. La Trabant, elle, fabriquée en 3 millions d'exemplaires, vit son crépuscule. La version 2 temps, qui pétaradait et fumait, est déjà abandonnée. Celles que l'on continue de fabriquer ont glissé un moteur Volkswagen sur leur capot. De près de 600 unités par jour en mars dernier, la production est tombée à 300, destinée à l'exportation. Nous avons des contrats avec la Hongrie, 25 000 véhicules, et avec la Pologne, 10 000 véhicules. En RDA, on n'en voit pas une seule, on ne travaille que pour l'export. L'année prochaine s'annonce dramatique. La Pologne et la Hongrie n'ont pas encore renouvelé leur contrat. L'usine est condamnée. Volkswagen ne reprendra qu'une faible partie du personnel. Oui, la plupart des travailleurs étrangers sont rentrés chez eux. Moi, je suis encore là. Dieu merci. Pour combien de temps, on n'en sait rien. De près de 12 000 l'année dernière, les effectifs chez Trabant tomberont à 6 000 dans quelques mois. Sur les 9 000 salariés qui restent encore, plus de 5 000 sont en chômage technique, ne travaillant qu'une vingtaine d'heures par semaine. Devant la gare de marchandises de Zwickau, les Trabants s'entassent, les clients se font désirer. Un télégramme tout de suite qui concerne la crise du Golfe. On vient d'apprendre que Saddam Hussein s'est rendu aujourd'hui au Koweït. C'est la première fois depuis l'invasion du 2 août dernier. Saddam Hussein a visité le Koweït. Ce sont les termes de l'agence irakienne INA, des termes très brefs. Saddam Hussein a aussi rendu visite aux soldats irakiens stationnés dans le pays. En France, Conseil des ministres très bouleversé ce matin à l'Elysée. On y attendait la trop fameuse CSG, mais les 4 nouveaux ministres issus du remaniement d'hier lui ont volé la vedette. 4 nouveaux élus qui ont pris place pour la première fois ce matin autour de la grande table du Conseil. Parmi eux, Georges Kiechmann et Henri Nallet. Les 2 ministres vont se partager le pouvoir à la chancellerie. Un tandem très imprévu pour la justice, déjà très touché par une véritable crise d'identité. Albert Ripamonti. Un fauteuil, celui de Pierre Arpaillange, pour 2. Henri Nallet, garde des Sceaux en titre, épaulé par Georges Kiechmann, ministre délégué. Un tandem du jamais vu place Vendôme. Et à peine installé, leur calendrier est déjà miné. Le 23 octobre, juges, avocats et fonctionnaires de justice organisent une journée d'action. Et ce n'est pas le simple renouvellement des têtes à la chancellerie qui paraît de nature à la journée. Il peut y avoir la grève pure et simple, il peut y avoir la grève du zèle, il peut y avoir toutes les formes d'action qui permettront d'arrêter la machine judiciaire et de faire comprendre à l'extérieur que la justice n'a pas trouvé sa place dans les institutions de l'État et que tant que la France n'aura pas une justice indépendante avec les moyens de son indépendance, moyens statutaires, moyens matériels, moyens personnels, la France ne pourra pas se dire une démocratie moderne. Attendre et voir, c'est la devise de l'USM, le syndicat majoritaire. 2 hommes pour rénover l'institution. Après tout, ce n'est pas trop, d'autant qu'Henri Nallet est un politique. On ne peut pas dire si ça va marcher, mais je crois qu'il est important, c'est qu'il y ait un politique. Je crois qu'en effet, il faut quitter le caractère technique. Je crois que le problème est suffisamment grave pour que le politique, qui est au plus haut niveau, s'engage sur ce terrain. Pas de bénéfice du doute, en revanche, pour les gardiens de prison. Le leader de FO dénonce déjà ce couple de choc et appelle le personnel à la remobilisation. Monsieur le ministre. En politique toujours, reprise aujourd'hui à l'Assemblée nationale des questions d'actualité, des questions toujours très suivies, mais qui revêtaient aujourd'hui un intérêt particulier et pour cause. Les questions se sont transformées en examen de passage des nouveaux ministres. Michel Lemaire l'a surveillé de près les premières heures d'examen de 2 d'entre eux.
Au-delà des réponses de fond du gouvernement, l'Assemblée attendait avec curiosité cet après-midi les prestations des tout nouveaux ministres. L'heure de chacun n'était pas encore venue et seuls Louis Mermaz et Elisabeth Guigou sont montés au créneau. Réponse au nom du gouvernement, elle appartient à monsieur le ministre Louis Mermaz. D'emblée, l'opposition se montre un brin ironique, mais la gravité du dossier agricole fait rapidement disparaître les sourires. Louis Mermaz, qui pourtant en a vu d'autres, était tout de même un peu impressionné. Je crois que la règle, c'est de répondre le plus tranquillement aux questions qu'on vous pose. J'ai eu la chance qu'on me pose des questions qui étaient des questions calmes. Un frisson dans cette misogyne assemblée quand Elisabeth Guigou monte à la tribune, un peu émue elle aussi, elle s'en tirera très honorablement et ne se laissera pas impressionner par les interruptions de ses contradicteurs. Vous m'avez prévenu que ça risquait de se produire et puis vous savez je regarde la télévision donc je sais comment ça se passe. Hein, alors bon, j'ai pas été très surprise au fond. Mais il est clair que ces nouveaux ministres rencontreront dans les semaines à venir une écoute moins indulgente au sein de l'hémicycle. Les paroles, c'est important, mais on les attend aux actes. La CSG, la contribution sociale généralisée, a été présentée ce matin au Conseil des ministres et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle sème la panique au sein des syndicats. Tous l'ont condamné, sauf la CFDT. Et dans cette guerre des syndicats, tous les moyens sont bons. De déclarations enflammées en réponse acharnée, la CFDT n'a pas hésité à louer ce matin cette mesure gouvernementale impopulaire par l'intermédiaire de plusieurs pages de publicité dans les quotidiens. Agnès Molinier. Le Monde pour toucher les cadres, le Parisien pour les autres. La CFDT s'offre dans 2 quotidiens une page de pub du jamais vu, surtout quand c'est pour vanter les mérites d'une mesure gouvernementale, la contribution sociale généralisée. Le gouvernement reprend à son compte une proposition que nous avons faite depuis 10 ans. Avec Force ouvrière, le courant ne passe plus. Marc Blondel, traité de menteur hier, répond à son tour à la CFDT. Pour lui, la CSG est injuste, mais surtout, sa négociation devant le Parlement chaque année constitue un risque majeur d'étatisation. C'est une façon insidieuse pour l'État d'intervenir dans la sécurité sociale et demain d'exiger des choses vers son évolution qui ne seraient pas souhaitables pour les travailleurs, c'est tout. Le ministre de la Santé réfute bien sûr toute accusation de mainmise de l'État sur la Sécu. Qu'aujourd'hui, les décisions de cotisation sont prises par le gouvernement et par lui seul. Demain, cela sera débattu à l'Assemblée nationale. Moi, je considère que la CSG, c'est beaucoup plus démocratique que ça ne l'était avant. Pour la CFDT, la CSG est aussi plus juste puisqu'elle touchera plus les hauts revenus. Et c'est l'autre divergence avec Force ouvrière qui, elle, considère que les chômeurs et les retraités vont payer pour les actifs. Ne seront concernés par la contribution sociale généralisée que 8% des chômeurs. C'est-à-dire des chômeurs qui gagnent plus que le SMIC. Et ne seront concernés pour les retraités que 55%. Donc il ne faut pas dire n'importe quoi sur une question aussi importante. Mais derrière ce désaccord, il y a le conflit à la sécurité sociale et les luttes de pouvoir syndical. La guerre devrait continuer par médias interposés. Marc Blondel demande un débat télévisé sur la Sécu. L'inspecteur Jean-Jacques Dufour, le suspect numéro 1 dans l'affaire de la disparition du pasteur Doucet, a été libéré hier après-midi. Une décision de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles rappelle des faits et explication d'une libération dont la rapidité a créé la surprise. Huguette et Philippe Guinet. 18 septembre, l'inspecteur Jean-Marc Dufour des renseignements généraux est incarcéré à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy. 15 jours plus tard, hier, il est remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Étonnamment, l'incarcération a été brève. Retour en arrière, l'inspecteur Dufour a été inculpé pour avoir tiré un coup de feu dans la porte d'un indicateur récalcitrant. Gênant, mais pas gravissime. Seulement, l'indicateur témoigne, Dufour l'avait chargé d'infiltrer un réseau de prostitution homosexuelle. Réseau qui aurait eu pour source le pasteur Doucet. L'indic refuse le contrat, intimidation de l'inspecteur. On en est là quand 15 jours plus tard, le pasteur disparaît. Fait troublant, quelques instants auparavant, l'inspecteur a été aperçu rôdant près de son domicile. Mais Dufour a un alibi, il était avec ses collègues. Entendu par la brigade criminelle, la semaine dernière, il met en cause sa hiérarchie, des révélations qui ont motivé sa libération, selon son avocat. C'est une affaire qui résulte de l'activité un peu étrange des renseignements généraux aujourd'hui. Ou bien il y a quelque chose de délictueux, et on prévient le procureur de la République, et on prévient la justice. On ne fait pas de la rétention d'informations, parce qu'à ce moment-là, on pense qu'on est en train de réunir un dossier, non pas pour la justice, mais pour le chantage politique.
Chantage qui aurait porté sur des hommes de premier plan, selon Maître Vergès. Hypothèse non confirmée, mais quoi qu'il en soit, la confusion autour de cette affaire ne cesse de s'accroître. Et une seule chose est sûre, les renseignements généraux se seraient bien passés de cette publicité. Tout de suite, les autres faits marquants de l'actualité en France, Jean-François Gringoire. 3000 personnes ont organisé une opération ville morte cet après-midi dans le centre de Dunkerque pour protester contre la grève des dockers. Les 70 entreprises utilisatrices du port estiment que cette grève pourrait entraîner à terme la fin du trafic portuaire. Le syndicat CGT des dockers proteste contre le chômage qui touche leur profession et les menaces qui pèsent sur l'avenir du port de Dunkerque. Deuxième jour de manifestation avec blocage du TGV pour 1 millier de lycéens du Mans qui demandent de meilleures conditions d'enseignement dans les lycées de la ville. Les professeurs sont solidaires et demain, les 7800 élèves du secondaire se réuniront en assemblée générale pour transmettre ensuite des cahiers de doléances au ministère de l'Éducation nationale. 250 caravanes et véhicules appartenant à des forains stationnent depuis lundi sur le parking d'une grande surface de Garges-les-Gonesse. D'après la direction, la clientèle ne peut plus accéder normalement au magasin. Une décision de justice devrait entraîner une évacuation des lieux par la force publique d'ici la fin de la semaine. Invité de ce journal, Kirk Douglas. Kirk Douglas, bonsoir. Doit-on encore vous présenter? Vous êtes l'un des acteurs américains les plus connus dans le monde. Vous avez tourné en tout dans une centaine de films avec des réalisateurs prestigieux comme Kubrick, Minnelli, Preminger ou De Palma. Mais c'est pour un livre que nous vous invitons ce soir, votre deuxième livre et votre premier roman, La danse du diable, édité par Olivier Orban. Alors, Kirk Douglas, écrivain, est-ce que ça veut dire que vous allez abandonner le cinéma? Rassurez-moi. Vous savez, j'ai pensé que je vais abandonner le cinéma parce que ça m'intéresse beaucoup d'écrire un livre. Mais j'ai reçu un scénario de la part de Xavier Castano. Et dans 4 jours, je vais commencer un film en français dans les Pyrénées. Donc, je n'ai pas oublié complètement que je suis un acteur. Alors, vous avez écrit un roman, c'est votre premier roman. Est-ce que la rencontre avec l'écriture d'un roman a été difficile pour vous? Oui, vous savez, quand j'ai écrit mes mémoires, d'abord j'ai commencé La danse du diable. Je l'ai commencé il y a 8 ans. Et dans le milieu, j'ai décidé d'écrire les mémoires. Et après ça, j'ai fini la danse du diable. Maintenant, je suis en train d'écrire un autre roman après le film que je suis en train de faire. À nouveau un roman. Vous êtes très occupé. Pourquoi pas? Je suis jeune, j'ai beaucoup de force, je dois travailler. J'ai une jeune femme, c'est très important. Ce roman que vous venez d'écrire, La danse du diable, c'est un véritable cri de colère contre quelque chose que vous détestez, qui est le mensonge. Oui. Vous savez, je crois qu'on doit, le mensonge qu'on dit à vous-même, c'est pire. Et il y a les gens qui se cachent, qu'est-ce qu'il y a. Et moi, c'est à cause de ça, c'est à cause de ce livre, quand j'étais en train de l'écrire, que j'ai écrit mes mémoires. J'ai pensé qu'on doit prendre l'inventoire. L'inventoire, on dit ça? L'inventoire, l'inventaire. 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 Toujours pour savoir où j'étais, où je suis et où j'irai. Je crois que ça, c'est le thème de La danse du diable. Ça vous a donc fait réfléchir sur vous-même? Exactement. Alors, rassurez-nous, vous nous avez dit que vous avez beaucoup de projets, aussi bien dans le cinéma que dans l'écriture. Vous allez tourner en France. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le film que vous allez tourner? Ouais, vous savez, j'ai reçu le scénario, comme j'ai dit, de Yves Castano, et je vais le jouer avec Richard Bohringer. C'est un film qui m'intéresse beaucoup parce que c'est un sujet. Je joue quelqu'un qui est le protégeur de la nature. Vous protégez la nature? Oui, et c'est quelque chose de très très intéressant pour moi. J'aime beaucoup de le faire. Kirk Douglas, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce journal. Je rappelle le titre de votre livre, La danse du diable, un roman, édité chez Olivier Orban. Voilà, ce journal s'achève. Tout de suite, le rappel des titres de l'information de la journée. Départ de François Mitterrand dans le Golfe, le président de la République, accompagné de Jean-Pierre Chevènement et de Roland Dumas, rendra visite demain aux militaires français basés à Yambou. Allemagne, nouvelle année zéro. Plus d'1 million de personnes ont fêté la nuit de noces entre la RFA et la RDA à Berlin. Ce mercredi 3 octobre marque officiellement la renaissance de l'Allemagne.
4 nouveaux ministres entrent dans le gouvernement Rocard. Henri Nallet et Georges Kitschmann à la justice, Louis Mermaz à l'agriculture, Elisabeth Guigou aux affaires européennes et le bariste Bruno Durieux à la santé. La principauté de Monaco en deuil, Stefano Casiraghi, le mari de la princesse Caroline, s'est tué ce matin pendant les championnats du monde d'offshore à Monaco. Il avait 30 ans et était père de 3 enfants. Voilà, fin de cette édition. Le prochain rendez-vous avec la rédaction, c'est Soir 3, bien sûr, à 22h20, présenté par Marc Hautement. Avant cela, la marche du siècle de Jean-Marie Cavada. Le thème ce soir, bébé en kit. Quels sont les espoirs et les limites de la procréation médicale assistée? Tout de suite, la météo complète de Florence Klein. Bonsoir, à demain.